Hello hello. Avant de lancer l'épisode, laissez-moi vous parler de ma nouvelle découverte qui me facilite la vie et me permet de dormir l'esprit tranquille. J'ai nommé Pennypet. Pennypet, c'est le premier compte bancaire pour financer la vie de son animal de compagnie. Alors pourquoi est-ce que c'est si révolutionnaire, me direz-vous ? Eh bien parce que ça permet de gérer, visualiser et prévoir ses dépenses pour ses chiens de manière claire, cloisonnée et efficace. Et sur le long terme, croyez-moi, ça fait une sacrée différence. Comme peut-être beaucoup d'entre vous, j'ai toujours tendance à me dire que je mettrai de l'argent de côté au cas où, quand je serai un peu plus confortable financièrement et que, en attendant, eh bien, je navigue un petit peu à l'aveugle. Et c'est là qu'est l'erreur. L'éducation financière, c'est un vrai sujet, encore plus quand on a un animal et qu'on est le seul garant de son bien-être. Et c'est là toute la démarche de Pennypet que de vous accompagner à ça. Gérer les dépenses courantes, épargner pour d'éventuels frais de santé ou encore accéder à un fonds d'urgence en cas d'accident, c'est autant d'actions que vous pouvez faire facilement grâce à Pennypet depuis l'application et avec une carte bancaire dédiée et sécurisée. À l'occasion de ce partenariat, vous pouvez bénéficier de 35% de réduction sur votre abonnement annuel Premium Pennypet avec le code NICHEAVENTURE13. Un grand merci à Pennypet de soutenir le podcast et de m'aider à vous partager gratuitement toujours plus de contenu. Et c'est parti pour l'épisode. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans La Niche, le podcast de référence en matière de conseils, d'éducation et de réflexion autour du chien et de son intégration dans notre société. Je suis Claire Gerbou, l'hôte de ce podcast, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Dans la vie, je suis éducatrice canin spécialisée dans l'accompagnement du chiot et du chien de famille, en ligne et en Provence. Je suis aussi créatrice de contenu sur Internet et la fondatrice de La Niche Aventure. Ma mission au travers de ce projet, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien pour mieux vivre avec lui. Pour ce faire, je vous partage tous les mercredis un nouvel épisode pour ce podcast dans La Niche. J'interviewe des professionnels du monde canin qui viennent parler de leur sujet de prédilection dans la série Interview. Je donne le micro à mes clients qui viennent raconter leur vécu, leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées dans la série Témoignages. Je vous partage à mon tour mon retour d'expérience sur l'éducation de mes chiens dans la série Dans la Niche et je vous invite à déconstruire les idées reçues sur l'éducation du chiot dans la série Mythe ou Réalité. Avant de lancer cet épisode, je vous invite à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi soutenir financièrement ce projet sur Tipeee si vous le souhaitez. Sachez que vos contributions assurent la pérennité de mon travail et m'aident à le faire connaître au plus grand nombre. Et pour ça, je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter et me suivre sur YouTube, Instagram et Facebook. Vous retrouverez tous les liens en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Justine et Muriel. Justine et Muriel sont passionnées de sport canin et ont toutes les deux une très grande histoire commune avec le chien. Elles sont aujourd'hui les fondatrices de Caniclass et dans cette discussion, elles nous racontent comment elles ont mis leurs compétences au service des chiens d'aide. Comment améliorer la qualité de vie des chiens d'assistance, comment donner du choix et un espace de consentement aux chiens de médiation animale, mais aussi à ces chiens de famille qui apportent leur aide à leurs humains au quotidien. Ce sont toutes les questions auxquelles Justine et Muriel tentent d'apporter des réponses chaque jour. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Justine et Muriel. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour Claire. Vous allez bien ? Ouais, super, très bien. Ouais, ça va bien. Super. Et merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Du coup, merci Muriel. C'est avec plaisir. Je suis très contente de vous rencontrer aujourd'hui et de pouvoir enregistrer cet épisode. Si vous voulez bien, on va commencer par les présentations. Qui êtes-vous ? Donc moi, je suis Muriel. Donc aujourd'hui, en fait, avec Justine, on a monté une marque en fait qui s'appelle Caniclass. Et avec Caniclass, en fait, on fait de la formation à l'usage des professionnels de la médiation ou des gens qui veulent éduquer leurs chiens d'aide ou chiens d'assistance. Et on fait des formations en ligne, en fait, justement, consacrées à l'éducation de ces chiens spécifiques. Et du coup, moi, je suis Justine. J'ai une partie de mon activité sur le chien d'aide, le chien d'assistance, l'éducation du chien de travail, ou en tout cas qui a une utilité dans le quotidien. Et une autre partie sur le chien de sport, où je suis coach en agility, en whooper et en fitness canin. Ok, voilà, trop bien. Il me semble qu'à vous deux, vous avez pas mal de chiens. Est-ce que vous voulez nous les présenter ? C'est vrai qu'on en a pas mal. Voilà, moi j'en ai 4. Donc j'ai 2 kelpies. Nuts, la maman, et Speed, sa fille. Et j'ai 2 border collies, Run, qui concourt en agility, qui a 4 ans, et puis la petite dernière, Vogue, qui a 9 mois. Ok. Et moi, j'ai aussi 2 border collies. J'ai mon vieux border qui va avoir 11 ans en janvier, qui est en pleine forme, qui est trop content.
qui est à la retraite maintenant de l'agility, mais qui en a fait pendant longtemps. Et j'ai ma petite jeune qui a 4 ans, qui s'appelle Rim, qui est aussi une petite border, qui vient de Pologne, elle. Okay. Très loin. Okay. Qui a un petit cas à elle toute seule, mais qu'on adore. Nickel. Ok, donc du coup, pas mal de chiens de sport à fond pour toutes les deux, à fond dans les sports canins. Moi, j'aime bien revenir un peu sur votre expérience antérieure avec les chiens. Est-ce que vous avez toujours baigné dans cet univers-là ? Est-ce que c'est venu un peu plus sur le tard ? Ça s'est fait comment de votre côté ? Moi, je crois que ça faisait depuis tout le temps, j'étais une passionnée de chiens. Depuis gamine, j'ai toujours eu des chiens. Chez mes parents, il y en avait. Moi, dès que j'ai pu en avoir, j'en ai eu. J'en ai eu jusqu'à 8 à la fois. Donc, c'est vraiment une passion, les chiens. J'ai été dans un club canin et j'ai été monitrice dans un club canin depuis très, très longtemps aussi. Ça fait de longues dizaines d'années. Donc, j'ai toujours baigné dans les chiens, en fait. Et au départ, je ne suis pas du tout, au niveau professionnel, je ne suis pas du tout dans les chiens. Okay. Parce que je suis ingénieure en agriculture, en fait, et j'ai fait un DESS qualité, donc j'étais plutôt dans la qualité. J'ai plutôt travaillé chez Bureau Veritas, où je faisais de la certification d'entreprise sur les normes ISO. Donc, rien à voir. Un jour, je me suis dit, est-ce que ma vie a du sens ? Et j'ai trouvé que non, quand j'ai regardé derrière moi. Et je me suis dit, voilà, ma passion, c'est les chiens. J'ai envie de faire quelque chose aussi qui apporte aux autres. Et en fait, je me suis orientée vers le chien guide à ce moment-là, quoi. Donc, j'ai complètement changé de vie à un moment donné. Je suis partie 2 ans au Canada pour me former sur l'éducation du chien guide. Et après, je suis revenue en France et j'ai aidé à créer la première école de chien guide pour enfants aveugles en France. Il y a maintenant de cela peut-être une vingtaine d'années, quoi. Ok. Donc, tu as fait ta reconversion il y a une vingtaine d'années, du coup, c'est ça ? C'est ça. Ok. À fond dans le chien. Ouais. Loisirs, professionnels, tout. Ouais. Et du coup, les sports canins, parce que du coup, tu m'as dit que tu en pratiquais pas mal. Ça a toujours été ou c'est venu un peu en même temps que cette reconversion ? Non, ça a toujours été. J'ai toujours été passionnée de sport canin. Je fais de l'agility. Je fais partie des dinosaures de l'agility puisque j'ai commencé... avec ma première petite Shetland, c'était en 92. Wow. Ça fait une bonne trentaine d'années que je fais de l'agility. Voilà. Et puis, j'ai fait un peu d'autres disciplines, du dog dancing, cavage, troupeau, un peu de hooper. La recherche. De la recherche, du pistage français. J'ai fait plein de trucs, mais vraiment, l'agility, c'est trop bien. C'est le truc qui est resté. C'est le meilleur sport du monde. C'est le meilleur sport, quoi. On est obligé de garder la forme physique. Avec le chien, c'est une super fusion avec le chien, donc c'est trop bien. Trop cool. Et toi, Justine ? Alors moi, j'avais pas de chien chez moi et ça a été une très grande frustration quand j'étais petite. J'en ai toujours voulu, j'ai toujours demandé à mes parents d'avoir un chien, mais ma maman, elle était allergique aux poils. Ok. Donc je jouais avec tous les autres animaux possibles que je pouvais trouver, mais je n'avais pas de chien. J'étais très très triste jusqu'à mes 13 ans où... je me souviendrai toujours, c'était un nouvel an et ma mère elle me dit « Qu'est-ce qu'on prend comme bonne résolution cette année ?» Et je dis « On va prendre un chien !» Et cette fois-ci, par rapport à toutes les autres fois, elle m'a pas dit non. Et là, j'ai foncé à fond et j'ai bien insisté. Et on a eu notre premier Shetland quand j'avais 13 ans, qui était mon Shetland à moi. Et c'est Muriel qui m'a donné mon premier cours d'éducation quand j'étais toute jeune. Voilà, je suis revenue au club canin avec mon tout petit chien et il avait juste 2 mois, avec l'idée quand même de faire de l'agility. C'était déjà dans ma tête ce que je voulais faire. Ouais. Et du coup, j'ai rencontré Muriel à ce moment-là, juste avant qu'elle parte au Canada d'ailleurs. Ok, donc tu avais 13 ans. J'avais 13 ans. Ouais, j'adore. C'était il y a très longtemps. Et voilà, ça a été mon premier pied dans le monde du chien. Donc après, j'ai fait de l'agility avec mon petit Shetland qui s'appelait Peko. J'ai grandi. Moi, j'ai fait une partie de mes études en art appliqué, en design d'espace. Donc j'ai eu un petit moment où j'étais pas tout à fait dans le monde du chien. C'était juste mes loisirs et le week-end quand je pouvais. Mais malgré le fait que je me suis régalée dans mes études et je trouvais ça génial, je me suis dit non, en fait, c'est le chien ma vie et c'est ça qui m'anime, c'est ça qui me donne envie de bouger, de découvrir, d'apprendre. Donc c'est vers là qu'il faut que j'aille. Donc j'ai adopté un border collie entre-temps pour continuer l'agility parce que mon petit Shetland devenait un petit peu vieux. Et
Et en fait, le border, on l'a beaucoup monté avec Muriel. Elle m'a beaucoup soutenue dans ce montage-là. On a fait beaucoup de routes aussi pour aller prendre des cours d'agility. Et un jour, elle m'a dit, pendant que j'étais en pleine réflexion de ce que j'allais faire de ma vie, elle m'a dit, on recherche une éducatrice de chien guide dans l'école dans laquelle je bosse. Donc, si tu veux, tu peux essayer et postuler. Et voilà. Okay. Du coup, là, à ce moment-là, tu étais en sortie d'études, du coup? J'étais en sortie d'études, ouais. Okay. Juste, je venais de terminer mon BTS et je savais que je voulais pas rester là-dedans. Je m'étais dit, est-ce que je veux être éducateur canin, puisque j'avais quand même cette idée de travailler avec les chiens. Mais je voulais pas travailler seule, en fait. Dans ma tête, et c'est toujours le cas d'ailleurs, je pense que quand on est plusieurs, on peut plus facilement réfléchir et s'enrichir les uns les autres. Et du coup, moi, mon image de l'éducateur canin, c'était celui qui travaillait tout seul avec ses clients. Et je trouvais ça un peu pauvre, en tout cas dans mon imaginaire. Ouais. Et par contre, la proposition de travailler en école de chien guide, donc en équipe, avec l'éducation de chiens de travail qui a à destination d'enfants aveugles en plus, donc a vraiment un but. Cette idée m'est tombée dessus, je ne l'avais pas vraiment pensé avant. Mais en fin de compte, c'était vers ça qu'il fallait que j'aille. Ok. On est en quelle année, là, à ce moment-là ? On est en 2015, je crois. Ok. Donc vous êtes toutes les deux lancées, on va dire, dans le monde du chien à titre professionnel au travers de l'expérience chien guide. Comment est-ce que ça s'est passé du coup Comment est-ce que vous en êtes arrivés jusque-là finalement ? Donc moi j'étais formée en France pendant 4 ans. Ouais. Et sur la dernière année de formation, j'ai été envoyée me former en complément au Canada pour voir d'autres méthodes et d'autres façons de faire que je ne conseille pas. Du tout. Et en fait, j'étais censée y rester 8 mois et je suis restée 1 mois. Enfin, les méthodes qui étaient utilisées étaient totalement inacceptables pour moi, selon mon éthique. Et en fait, ça a déclenché chez toutes les deux une volonté de faire mieux, de vraiment aller dans le respect du chien et de réfléchir au travail du chien de manière beaucoup plus éthique et respectueuse de son bien-être. Et donc, c'est à ce moment-là que nos chemins se sont séparés. Et nous, on est partis vers quelque chose qui nous correspond beaucoup plus, avec une façon de voir le chien, de l'éduquer, de le respecter, qui prend une plus grande place dans notre travail. Ok. Ouais, ce qui est très difficile, même dans le chien de travail, en fait, d'avoir à la fois, puisque c'est un chien de travail, donc c'est un chien qui a une fonction spécifique, qui est un peu au service de l'homme, en fait. Et souvent, avec ce type de chien, on oublie un peu aussi que c'est pas qu'un outil, en fait, ce chien-là, mais c'est aussi un être qui a des émotions, qui a aussi besoin de temps de repos, qu'on prenne soin de lui, qu'on fasse attention à ses émotions. Et tout ça, c'est en cours de chemin, je pense, pour que le chien de travail un peu soit reconnu vraiment et qu'il ait aussi son statut particulier et qu'on puisse prendre en compte tous ces aspects-là, quoi. Ouais. On va reparler de ce chien aidant, mais pour continuer sur votre parcours, parce que du coup, toi, Muriel, ça faisait un moment du coup que tu étais un peu dans la machine, oui. J'imagine. Et comment... Est-ce qu'il y a eu un truc en déclic particulier, est-ce que avec l'expérience de Justine peut-être qui t'a permis de dire ok stop, on arrête, comment est-ce que ça s'est fait un peu ce chemin, parce que j'imagine que à la fois en agility, alors c'est des mondes que je connais de très loin, donc j'en ai peut-être aussi plein d'a priori, je sais pas, mais à la fois sur l'agility et à la fois sur le monde des chiens guides, on n'est pas sur deux mondes du chien qui sont réputés pour être ultra bienveillants et ultra accompagnants sur le chien. Comment est-ce qu'on chemine là-dedans et comment est-ce qu'on finit finalement par pouvoir faire autrement, en fait? Je pense qu'on chemine déjà en se formant, en s'informant. Ouais. Je pense que c'est important quand on est dans le chien depuis longtemps, par exemple comme moi qui suis dans le chien depuis 30 ans. Il y a beaucoup de gens que je connais qui sont aussi dans le chien depuis des années et qui ne se remettent pas en question, quoi. Donc je pense que les choses ont tellement évolué, les connaissances scientifiques, on sait mieux comment un chien fonctionne, quelles sont ses émotions, ce qu'il ressent en fait. Ça me paraît hallucinant de ne pas en tenir compte, en fait, de ne pas se renseigner, de ne pas essayer de progresser là-dessus, quoi. Donc, rester sur des valeurs d'il y a 30 ans ou même 20 ans ou même 10 ans, je dirais, puisque les choses ont quand même évolué même sur les 10 dernières années de façon, je trouve, importante sur toutes les connaissances qu'on a. Ça ne me paraît pas possible, en fait. Donc, moi, mon cheminement, il a été celui-là, en fait, hein. C'est aussi par les plus jeunes aussi que j'ai évolué, parce qu'elles m'ont
apporter des nouvelles façons de voir, des connaissances, l'envie d'aller voir aussi plus loin ce qui se faisait, comment ça se faisait, et ne pas rester sur le sempiternel. Mais ça, on sait que ça marche, donc on ne change pas. Et oui. Ouais. Et oui, je voulais rajouter juste, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'aller chercher des infos et des connaissances sur d'autres domaines, pas simplement sur de l'agility ou du chien de travail. C'est aller voir comment on travaille avec un chien de recherche, comment on travaille en medical training, comment on travaille en fitness, comment telle personne a mis tel truc en place. Enfin, vraiment essayer d'aller chercher des ressources ailleurs que simplement dans les domaines qui... Voilà, c'est ça. Et du coup, on devient beaucoup plus riche si on arrive à rencontrer d'autres personnes et d'autres façons de faire auxquelles on n'aurait pas pensé, parce qu'on a aussi, comme tout le monde, un peu la tête dans le guidon et on peut vite se retrouver bloqué avec ce qu'on connaît. Mais essayer d'aller voir d'autres choses qu'on n'avait même pas pensé, je pense que ça, c'est ce qui apporte le plus, en fait. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est aussi pour ça que je vous demandais un peu en termes de temporalité où est-ce qu'on en était quand vous avez commencé, etc. Parce que moi je trouve ça courageux en fait d'être dans des si grosses machines, parce que on en parlait en off aussi, ce domaine des chiens guides, c'est une grosse machine qui vous a formé, qui vous a vu dès le début évoluer. Et c'est vrai que je pense que faut aussi vouloir sortir du sentier battu et aller chercher ailleurs. Donc c'est aussi courageux de votre part d'avoir pris votre petit bagage et avoir tracé votre route. Mais je pense que c'est ce qui nous réunit aussi, Justine et moi, c'est vraiment la volonté de toujours aller vers l'avant, quoi. Quand on était à l'école de chien guide, c'était comment est-ce qu'on peut faire pour mieux encadrer les familles d'accueil, les aider, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver des nouvelles méthodes pour apprendre cet apprentissage spécifique aux chiens, quoi. On a toujours été dans la recherche de comment peut-on faire mieux. Ouais. C'est ça aussi qui est important, c'est de toujours essayer de s'améliorer, de changer, de lire ce qui se passe et d'évoluer, quoi. Et en fait, dans l'école de chien guide dans laquelle on bossait, on avait beaucoup de protocoles. Tout était très, très cadré. Les programmes, on les réfléchissait en amont et ensuite on les mettait en place. Donc c'était très construit, la façon dont on éduquait les chiens. Et ça faisait vraiment partie pour moi de nos forces. C'est parce qu'on savait ce qu'on devait faire, on le faisait. Et après, on pouvait vraiment faire un point. D'accord, on a fait ça, ça a donné ça. Est-ce qu'on continue dans cette direction-là ? Est-ce qu'on fait différemment ? Et en général, on essayait toujours d'avancer et de faire différemment la fois suivante, mais on avait vraiment des supports vraiment écrits et réfléchis sur lesquels on se basait pour pouvoir évoluer et avancer. Et ça, c'était vraiment important, et c'est comme ça qu'on avançait en permanence en regardant ce qu'on avait fait l'année suivante. On se faisait tous les ans un point sur qu'est-ce qu'on a fait, où on en est, comment on va faire l'année prochaine, qu'est-ce qu'on change. Okay. C'est ma formation un peu scientifique, planifier, faire, contrôler, évaluer. Et du coup, le processus d'amélioration continue, puisque ça a été ma vie pendant une dizaine d'années avec la certification qualité. Donc, c'est précieux. C'est précieux aussi parce que et en plus, avec le vivant, c'est encore tellement plus vrai qu'avec des machines, avec des boulons, etc., quoi. C'est clair. Bon, trop chouette, trop bien, trop intéressant comme parcours. J'ai encore 1000 questions, mais il faut avancer un peu. Du coup, donc aujourd'hui, on va parler de ce chien d'aide, finalement. On va le voir. Donc, ensemble, du coup, vous avez quitté ces organisations-là. Vous êtes associés, du coup, pour créer Caniclass, du coup, c'est ça ? Ça a combien de temps, du coup, cette association ? En fait, on travaille avec Déclic Animal, qui est une association d'intérêt général qui est basée sur Nîmes. Et moi, je les ai rencontrées il y a quelques années de ça, en fait. Je les ai aidées à se faire certifier Calliope parce qu'elles avaient un projet de formation qui s'appelle praticien en médiation par le chien. Et donc, j'interviens dans cette formation de praticien en médiation par le chien. Et du coup, voilà, c'est deux jeunes femmes qui sont super. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Elles sont aussi pleines de projets, pleines d'envie de faire plein de choses. Et en fait, elles avaient des demandes, puisqu'elles font de la médiation animale. Donc, Déclic Animal, c'est une association qui existe depuis une quinzaine d'années et qui fait principalement de la médiation animale dans un tas de structures médico-sociales comme les EHPAD, les maisons de retraite, etc.
Et en fait, elles avaient de temps en temps des demandes de familles qui leur disaient est-ce que vous pourriez éduquer mon chien parce que j'ai un chien, j'ai un enfant qui a des troubles autistiques, mais je ne sais pas quoi faire, quoi. Donc, et je suis allée demander à des associations. Il y a 2-3 ans d'attente. Et moi, j'ai déjà un chien. On me dit que si j'ai un chien, je peux pas avoir un chien d'assistance. Voilà. Donc, elles ont eu plusieurs fois cette question. Comme je travaillais un peu avec elles sur la formation, elles m'ont dit « Mais toi, avec ton expérience passée, on ne pourrait pas faire quelque chose pour aider ces gens-là ?» Et donc, on s'y est mis un peu à réfléchir avec Justine et on s'est dit oui, l'idée, c'est pourquoi ne pas aider ces aidants, puisqu'en fait, c'est les aidants qui nous demandaient un peu de l'aide, de SOS, on n'en peut plus, qui nous demandaient de les assister et de vraiment leur proposer quelque chose, quoi. Et on s'est dit, effectivement, ce serait, nous, par notre expérience de chiens guides et de chiens d'assistance, puisqu'on donnait aussi des chiens pour des enfants autistes dans l'école où on était, on s'est rendu compte que c'était quand même pas si simple d'éduquer un chien et puis de le remettre directement à quelqu'un, lui donner toutes les clés en fait pour apprendre à lire son chien, à le comprendre, à vivre avec lui. Ouais. C'est quand même au-delà de l'aspect assistance, vivre vraiment avec lui, quoi. C'est ça. Okay. C'est quand même un sacré challenge. Donc on s'est dit que ce serait peut-être quand même judicieux de donner en fait ces compétences-là aux personnes qui vont s'occuper du chien au quotidien en fait. Et donc l'idée c'était vraiment de former ces aidants et de leur donner vraiment toutes les compétences pour pouvoir éduquer leur chien, le lire, voir s'il va bien, proposer de réaliser des apprentissages spécifiques, mais aussi d'avoir la possibilité de créer d'autres apprentissages par la suite en fonction de l'évolution de leur enfant ou du contexte. Donc voilà, c'était un petit peu ça l'idée. Okay. Et on voulait faire différemment des autres écoles parce que on s'est aussi rendu compte, pour le chien, qu'un chien qui était placé en famille d'accueil pendant la première année de sa vie, qui vivait dans un environnement forcément unique à la famille dans laquelle il était, après il rentre en éducation, il se retrouve dans un autre environnement, il est éduqué, on lui apprend des choses. Et sa dernière étape, qui va être le reste de sa vie, c'est se retrouver dans cette famille qu'il est censé aider, mais qu'il ne connaît pas forcément très bien. Il a vécu plusieurs séparations et plusieurs réadaptations. Et il se retrouve dans une famille parfois avec des enfants qui ont des troubles, qui peuvent être compliqués, qui peuvent avoir des mouvements brusques, qui peuvent faire peur, ou même, je pensais à un fauteuil roulant ou un fauteuil électrique. Ça peut être impressionnant pour un chien qui n'a jamais vécu dans ce genre d'environnement-là. Et là, l'idée de partir avec des familles qui ont déjà adopté un chien qui est déjà bien installé dans la famille et avec qui ça se passe bien, ça va être beaucoup plus simple de créer une harmonie dans cette famille que si on apportait un chien extérieur tout éduqué et qu'on l'implantait dans la famille. Au-delà de leur apporter des compétences, on partait aussi de l'existant, de comment a été construite la famille pour à la fois moins perturber le chien dans son éducation et moins perturber la famille avec l'arrivée d'un individu en plus à s'occuper dans son environnement. Parce qu'il faut se rendre compte aussi que ces familles avec des personnes avec des différents handicaps, c'est lourd le quotidien. C'est-à-dire qu'ils ont une charge mentale, leur quotidien il est rythmé souvent par leurs enfants ou la personne dont ils s'occupent. Ils ont très peu de temps libre ou de loisirs. Et à ça, rajouter une nouvelle charge d'un chien, ça peut aider, enfin ça aide, c'est sûr que ça apporte des choses, mais c'est quand même une charge supplémentaire. Ouais. Et quand la famille a déjà fait la démarche d'adopter un chien, ils ont déjà conscience de ce que ça implique dans leur quotidien, apporter des connaissances au chien et des compétences d'aide, ça va être que du plus. On rajoute pas une contrainte, on les aide juste à ce que leur quotidien soit plus facile. Et c'est cette démarche qui est vraiment différente. Les familles, elles connaissent leur chien, elles savent ses compétences, elles savent ses limites, elles savent ce que ça veut dire de s'en occuper au quotidien. Et nous, on vient juste les aider à ce que ça se passe mieux et que ce soit plus facile. Ok. Alors c'est pour ça que ça s'appelle du chien de famille au chien d'aide, ce projet. On part vraiment du chien de famille. Au départ, quand on a démarré, on a eu beaucoup de gens qui nous disaient « Mais vous allez prendre, mais c'est n'importe quel chien en fait. Comment est-ce que de n'importe quel chien, vous allez pouvoir en faire un chien d'assistance en fait ?» Et donc, l'idée aussi, c'est qu'on pense que tous les chiens ont des compétences, quoi.
Et il suffit juste de les trouver, de qu'est-ce qu'ils aiment faire, dans quoi ils sont doués en fait, et d'exploiter en fait ces aspects-là d'eux, quoi. Et de pas les mettre dans des cases en fait. Toi, t'es un chien, t'as peur. On avait dans le lot de la session qu'on a formée un chien qui était très craintif. Et c'est vrai que la première fois quand on a fait le diagnostic, on s'est dit mais ça va être compliqué avec ce chien-là. Et puis finalement, c'est un chien qui a beaucoup progressé sur le temps, voilà, sur les 1 an quasiment de suivi qu'on a fait avec lui. Et c'est un chien qui a beaucoup progressé parce que aussi il y a eu un changement de dynamique familiale, il y a eu un changement aussi, la maman, donc les dents. Son chien aussi, elle l'a vu différemment, elle a vu qu'il était capable de faire des choses. Et ça m'émeut. C'est chouette. C'est super beau. Voilà. Vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites. Du coup, donc là, on s'est dit voilà, qu'on allait mettre ce mot de chien d'aide finalement sur ce dont on parle. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'effectivement, il y a un peu deux pôles qui se cumulent finalement. Il y a à la fois le côté support émotionnel qu'on va demander au chien dans ce pourquoi il est là. Ça, c'est quelque chose qu'on voit apparaître de plus en plus, je trouve, ces dernières années. Et à la fois, ce côté chien d'assistance, on va dire techniquement parlant, que le chien soit capable de faire des trucs concrets. Vous, c'est vraiment sur ces 2 axes, finalement, que vous travaillez, c'est ça ? Complètement. On sait aujourd'hui que les chiens apportent énormément à leur humain, à la structure familiale, à tous les membres qui constituent la famille. On sait qu'il a un rôle apaisant, il a un rôle même stimulant pour certaines activités. Il est présent, il y a vraiment cette notion de présence et il crée du lien naturellement avec les membres avec lesquels ils vivent. C'est de ça qu'on est parti parce que ça apporte tellement de bien aux gens de manière générale, mais encore plus dans ces familles dont le quotidien est compliqué. Oui. Dans ces familles, il y a quand même des grandes souffrances. C'est avoir un enfant différent, gérer un tas de choses. On avait une jeune femme aussi qui avait des troubles anxieux, qui était phobique. Tout ça, c'est des grandes souffrances en fait à vivre au quotidien. Juste le chien, ça apporte déjà énormément à ce niveau-là, quoi. Que ce soit un chien d'aide, un chien guide, un chien d'assistance, quel que soit le type de chien, même le chien de famille, il va énormément apporter. Sauf que ce type de chien qui en plus ont une fonction supplémentaire, je pense qu'on y porte un peu plus attention. Ça concerne aussi un public qui est plus fragilisé et qui a peut-être encore plus besoin en fait de l'aide que peut apporter ce chien au niveau émotionnel. Par rapport à des chiens d'assistance ou des chiens guides, là, nous, on travaille sur la famille. Ouais. Et en fait, on se rend compte que le chien, il n'apporte pas du bien à une seule personne. Il va vraiment venir soutenir tous les membres de la famille. Effectivement, on va lui apporter nous, notre idée, on va y revenir, mais c'est d'apporter des compétences de chien d'aide avec un but très spécifique et des tâches très spécifiques, mais étant un membre de la famille, il vient soutenir tout le monde. Le fait de devoir aller le promener, ça fait forcément faire une pause dans la journée, on est obligé de prendre l'air, on est obligé de structurer aussi son temps par rapport au chien. Et ça, moi je me souviens d'une famille à qui on avait remis un chien d'assistance et qui me disait, mais en fait, le fait que je sois obligée d'aller promener mon chien, je respire. C'est mon moment de pause dans ma journée où je prends du temps pour moi, mon chien, et ça me fait du bien. Et en fait, juste de devoir s'occuper de son chien et d'en prendre soin, ça fait du bien et ça aide. Et puis ce qui est important aussi, je pense que ça devient un projet familial aussi. Ouais. Du chien de famille au chien d'aide, ce chien qui était un chien lambda, en fait, on va en faire une sorte de petit super-héros dans la famille, en fait. Et ça, en fait, toute la famille un peu se mobilise autour de ça, parce que dans la formation aussi, on les oblige aussi à faire des choses entre eux et à ce que toute la famille soit un peu actrice, en fait, de l'évolution de ce chien. Et ce qui est bien, c'est que ça devient un projet aussi, un projet de la famille, en fait. Ouais. Et un projet où ils sont fiers de ce qu'ils ont réalisé. Ils sont fiers de leur chien, bien sûr, mais ils sont fiers aussi d'eux, quoi, parce que ce qu'ils ont été capables de faire. Ce qu'ils ont été capables de faire, ça, je pense que c'est hyper important aussi pour l'estime de soi et pour se dire, j'étais capable d'éduquer mon chien à faire des trucs de chien d'assistance, c'est quand même pas rien, quoi.
C'est chouette, moi, ça me parle beaucoup ce côté, en fait finalement travailler toute la dynamique familiale autour de l'intégration de ce chien dans la famille, c'est un truc que je fais aussi à mon échelle, alors pas forcément sur le même public, mais ça me parle beaucoup, ouais, c'est trop chouette. Du coup, il y a un peu, donc vous nous avez cité un peu les types de personnes qui pouvaient être concernées par ça, et j'aimerais bien qu'on y revienne un petit peu. Dans votre travail aujourd'hui, vous accompagnez plutôt 2 types de chiens différents qui sont, il me semble, le chien de médiation animale et le chien de famille. Comment est-ce que vous distinguez ça ? En fait, c'est un peu différent. Le chien de médiation, donc c'est un chien qui va être auprès d'un professionnel et qui va avoir une activité dans une infrastructure, qui va aller en général quelque part pour travailler, pour faire une activité de médiation. Donc c'est un chien qui est confronté en fait à une multitude de personnes, qui n'est pas en lien avec juste une personne fragilisée ou une personne avec un handicap, mais qui doit un peu être je dirais, polyvalent pour s'adapter à un tas de personnes différentes. Et alors, c'est un chien, par contre, qui a peut-être l'avantage par rapport à un chien de famille qui est dans un contexte journalier. C'est un chien qu'on peut soustraire, en fait, à qui on peut donner des temps de pause, à qui on peut lui permettre de s'extraire un peu peut-être d'un contexte qui est parfois trop lourd pour lui. Et c'est un chien aussi à qui on peut donner des vacances aussi, si on considère que le chien, peut-être qu'il est dans un moment où il n'est pas bien, il est un petit peu malade, etc. On peut arrêter les activités de médiation pour un temps pour lui permettre en fait, de recharger ses batteries. Alors que le chien d'aide, en fait, il est tout le temps dans la famille. Alors l'avantage qu'il a, c'est qu'il connaît bien les enfants de la famille, il a été élevé avec eux, il sait à quoi s'attendre. Il y a du lien. Donc il y a du lien, donc ça c'est important. Il y a aussi de la prévisibilité parce qu'il sait aussi comment fonctionne l'enfant de la famille. Par exemple, si c'est un enfant autisme qui a des réactions un peu particulières, le chien les connaît. Donc cet aspect de prévisibilité aussi, c'est vraiment important pour le chien de façon à ce qu'il ne soit pas surpris et qu'il y ait moins de stress par rapport à ça. Mais par contre, c'est un chien qui est tout le temps en fait immergé dans cette ambiance-là, quoi. C'est là où il faut faire attention de pouvoir aussi à ce type de chien octroyer aussi des moments où il peut être dans un endroit seul, qui est un peu un sanctuaire en fait, pour avoir des moments où il peut être tout simplement chien sans être en vigilance, être tout simplement dans son monde, en sachant que personne ne va le déranger à ce moment-là, quoi. Les 2 projets, donc du chien de famille au chien d'aide, pour lui apporter des compétences de chien d'assistance. Et l'autre partie sur l'éducation du chien de médiation. On parle toujours du chien de travail et on parle toujours d'un chien qui vient apporter de l'aide aux humains. Donc nos 2 formations, en fait, elles ont quand même pour but de permettre au chien d'être respecté dans son existence de chien et de venir vraiment juste aider la famille ou aider le professionnel dans ses tâches spécifiques, mais tout en respectant qui il est et ses besoins de chien. Et on a vraiment tourné les formations sur cette dimension-là, et c'est important pour nous, vraiment, beaucoup, pour tout un tas de raisons. C'est vraiment important pour nous d'avoir gardé cette ligne directrice-là et de vraiment construire nos formations dans cette optique-là. Ok. Bon, forcément, si je vous ai invité à parler sur le podcast, c'est aussi parce que j'avais envie de soulever la question éthique de tout ça. C'est pourquoi on est là quand même aujourd'hui. C'est parce que je sais que c'est un point important pour vous. C'est sûr que quand on parle de chiens d'assistance, c'est toujours une question un peu touchy quand on est très à l'écoute de nos chiens, etc., etc. Avec la question de est-ce que finalement c'est le rôle de nos chiens tels qu'on les connaît aujourd'hui de continuer de travailler aux côtés de l'humain, etc., de répondre à des besoins. Comment est-ce que vous avez un peu travaillé cette question-là ? Je sais que c'est quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, mais qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ça ? Alors pour nous, c'est vraiment vital, surtout concernant un chien de travail, en fait, puisque c'est un chien qui n'a pas forcément demandé, à qui on n'a pas demandé son avis, en fait, donc qu'on catapulte un peu dans ce milieu-là et dans cette fonction-là. Donc c'est important, on va lui demander des choses, on va être en attente auprès de lui, donc il va avoir une charge mentale, malgré tout, le chien, de devoir faire des choses, de devoir être ce qu'on attend de lui. Et pour nous, c'est vraiment important de tenir compte de ça, en fait. On ne peut pas demander à un chien de faire plein de choses et ne pas respecter ce qu'il est, la façon dont il sent, la façon dont il vit les choses.
Oui. Enfin, je rebondis sur le fait qu'il est catapulté dans cet environnement-là et qu'on ne lui a pas posé la question. Effectivement, c'est vrai qu'on ne lui pose pas la question au début de sa vie, est-ce que tu veux bien devenir un chien d'assistance ou un chien d'aide ou un chien guide ou un chien médiateur. Enfin, on ne lui demande pas. Par contre, on peut lui demander dans sa vie s'il a envie de travailler ou s'il a envie de faire l'activité qu'on lui propose. C'est là où il faut poser la question au chien et même systématiser cette question. Est-ce que tu es OK pour venir avec moi travailler ? OK. Est-ce que tu es OK pour faire cette activité ? D'accord. Ce qui est facile, entre guillemets, sur le chien de médiation, parce que, comme tu le disais au début, on prend un chien qu'on emmène dans une structure, donc il y a des temps où il travaille et des temps où il ne travaille pas, donc c'est facile aussi de lui dire, si tu ne veux pas travailler, tu ne viens pas avec moi, et ça peut être très clair pour lui. Quand on est sur un chien de famille, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué de lui poser la question, parce qu'il y a des compétences qu'on va lui demander de produire spontanément, par exemple... on a éduqué un chien pour réagir, pour venir soutenir émotionnellement son humaine quand elle est en crise d'angoisse. Ouais. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, ça je trouve. Ouais. C'est un super outil pour l'humain, c'est clairement c'est génial, mais ça demande au chien d'être vigilant. Est-ce qu'on lui demande d'être tout le temps vigilant ? Est-ce qu'on va lui demander de se réveiller en pleine nuit si son humaine est en train de faire une crise d'angoisse ? Est-ce que s'il est en pleine partie de jeu avec un copain, est-ce qu'on lui demande de s'arrêter de jouer pour venir soutenir son humaine ? Ça, c'est effectivement beaucoup plus compliqué à répondre. Et nous, on est parti sur l'idée que si on met suffisamment de valeur sur ce comportement et qu'on donne suffisamment envie au chien de le faire, et qu'en plus il y a une relation forte qui se crée avec l'humain, et qu'on respecte son consentement tout le temps, en fin de compte on va donner envie au chien de nous aider, de nous accompagner. Et je pense vraiment que profondément, peut-être pas tous les chiens, je les ai pas tous vus, il y en a peut-être qui sont pas comme ça, mais les chiens, ils ont envie de travailler, ils ont envie d'être avec nous, ils ont envie de faire une activité. Et si on arrive à leur donner encore plus envie de le faire, ils ont plaisir à le réaliser. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire dans le travail avec le chien, et c'est de lui donner envie de travailler avec son humain. Et je crois profondément que si on crée une relation de respect mutuel, et ben, le chien, il va avoir envie de travailler presque tout le temps, en fin de compte. Ouais. C'est aussi la force de ce projet du chien de famille au chien d'aide. Comme ce sont les aidants ou ce sont la jeune femme qui éduque son propre chien elle-même, en fait, ça permet vraiment en fait, de créer ce lien et cette relation. Et donc, l'apprentissage, on le fait hyper progressivement. On le fait, c'est toujours quand le chien a envie. Au départ, sur un an de formation, le chien il travaille 5 minutes. Et après, petit à petit, il aime travailler, il en redemande plus, etc. Et on va toujours au rythme du chien. Et donc, ça crée vraiment aussi cette fusion entre les deux qui leur permet de se comprendre, en fait. Et la jeune femme qui avait des troubles phobiques, on était en plein apprentissage du câlin de compression, en fait. Et j'ai encore... et elle nous a envoyé une vidéo... Vas-y, raconte. Parce que moi, je sens que... Elle nous a envoyé une vidéo... Pendant l'apprentissage, elle a vraiment fait une crise d'angoisse à ce moment-là, où elle était vraiment mal. Et en fait, la chienne, elle n'avait pas terminé son apprentissage, mais elle a quand même transposé. Et elle est venue, et elle s'est posée, et elle a répondu aux besoins de son humaine. Et pourtant, on n'avait pas fini. Donc, en fin de compte, on a dépassé l'apprentissage. On est arrivé à un level où la chienne, elle a compris pourquoi elle le faisait. Enfin, je pense, peut-être que je projette, c'est possible. Mais c'est pas grave. En tout cas, elle l'a bien senti. Elle l'a bien senti. Elle a fait spontanément et même ça, pour la jeune femme, ça a été juste waouh, quel poids en main, que je sais que ma chienne, elle a envie de faire ça, quoi. Elle est là et j'ai réussi. Et en fin de compte, du coup, sa crise d'angoisse, elle est passée parce qu'elle s'est rendue compte que sa chienne était extraordinaire et que du coup, ça va, en fait. C'est ça. Donc, Ça me fait beaucoup écho aux 2 derniers épisodes qui sont sortis du coup juste avant celui-ci sur les émotions et sur la réactivité, où on a dans les 2 cas parlé de cultiver l'optimisme du chien, en fait, qui est en fait le même. C'est ça qu'on travaille, que vous travaillez aussi, j'ai l'impression, ce truc de respecter son consentement, de lui ouvrir des voies de sortie aussi, et du coup de faire en sorte que
il soit résilient là-dedans, dans ces apprentissages-là, et qu'il ait envie de le faire. Je trouve ça très parlant et c'est rigolo que tout s'imbrique comme ça. A priori, dans le côté éthique et en tout cas respecter le chien là-dedans, dans ces apprentissages-là, je pense qu'il y a plusieurs outils que vous pouvez, j'imagine, mettre en place. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu ? Qui globalement, je pense, s'applique à tout chien, en vrai. Oui. En fait, oui. Encore plus à ce type de chien, mais effectivement, ce serait bien que tous les propriétaires de chiens puissent avoir en fait un peu ces connaissances-là. C'est la lecture du chien en fait qui nous paraît nous juste indispensable, quoi. Donc pouvoir lire son chien, pouvoir détecter quand est-ce que le chien commence à être mal à l'aise, quand est-ce qu'on va peut-être un peu trop loin dans les exigences qu'on a par rapport à lui. Quand est-ce que une situation ou un contexte fait qu'il a besoin peut-être de retrait, de se reposer, de se mettre à l'écart. Alors voilà, tout ça, si on n'est pas capable de lire son chien et de comprendre en fait comment il fonctionne et comment ces signaux s'interprètent, on peut très vite en fait mettre le chien en situation d'angoisse, de stress et perdre un peu la confiance aussi qu'il a en nous, quoi. Nous, on le met en place dès le départ dans les formations. Pendant les apprentissages, si votre chien ne s'engage pas dans le travail, on ne travaille pas, vous ne travaillez pas. On le transmet fort à nos familles avec lesquelles on travaille. Sur les formations en ligne, sur les chiens de médiation, on leur propose de mettre en place une porte de sortie, justement, avec souvent un lit de camp ou un tapis, un objet qu'ils peuvent déplacer et inscrire dans tous les environnements pour apprendre aux chiens la notion de porte de sortie, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça sert, parce qu'il faut quand même leur apprendre. Ouais. Et vraiment que ça devienne un réflexe aussi pour les gens, en se disant je permets à mon chien de ne pas venir dans cette situation, dans cet exercice-là, c'est OK. La porte de sortie, c'est un outil qu'on utilise beaucoup. En fait, la notion de choix, c'est vraiment, on sait que c'est hyper important pour les émotions, pour le mental. Et c'est valable pour l'estime de soi, c'est valable pour les chiens, c'est valable pour les humains aussi. On sait que quand on a le choix de faire quelque chose, la façon de vivre les choses est vraiment différente. Mais pour le chien aussi, quoi. Le fait que le chien sache qu'il a le choix, c'est ça qui est le plus difficile en fait peut-être à faire comprendre aux élèves qu'on a, c'est que c'est quelque chose qu'on doit apprendre au chien aussi. Le chien, naturellement, il va pas forcément se dire j'ai le choix de le faire ou de pas le faire en fait. Mais si on lui explique pas que oui, c'est possible, tu peux ne pas réaliser cet exercice et oui, tu vas quand même être récompensé et oui, je peux avoir de l'interaction avec toi quand même et tout se passe bien et c'est aussi un moment agréable, même si tu ne veux pas t'engager dans cet exercice ou si tu veux pas avoir de contact ou pour tout, selon le contexte ou selon la situation, tu as le droit de faire ou de ne pas faire et il n'y a pas de conséquences en fait sur notre relation, quoi. Il faut apprendre aux gens en fait qui doivent l'apprendre à leur chien et que c'est pas naturel pour un chien. Le chien naturellement c'est pas quelque chose qui est inné chez lui en fait. Et il va plutôt avoir tendance à faire tout ce qu'on lui demande, à faire tout ce qu'on lui demande, même si ça lui coûte, même si c'est douloureux, même si ça le stresse, même si c'est trop pour lui en fait, mais il va quand même faire, quoi. Et ça souvent en fait il y a beaucoup de gens qui travaillent avec leur chien qui peuvent ne pas le voir en fait. Et c'est à ce moment-là qu'on perd la confiance, qu'on perd beaucoup de sa relation avec son chien. Et donc c'est vraiment notre leitmotiv. C'est à la fois lui permettre de pouvoir avoir une porte de sortie, de pouvoir s'extraire de la situation et apprendre aussi à tous les propriétaires de chiens, dans l'idéal, mais en tout cas ceux avec lesquels on travaille pour l'instant, à lire leur chien et à essayer de le comprendre et à être fin dans l'interprétation des signaux de communication pour pouvoir réagir vite et protéger son chien au maximum dans leur quotidien, dans leur action de travail ou de médiation ou dans leurs exercices d'assistance. Ouais. Surtout pour ces chiens-là, à qui ce qu'on leur demande, c'est quand même très exigeant. Hein. Au niveau émotionnel, ils vivent quand même des choses qui ne sont pas toujours faciles. Et si on ne prend pas soin d'eux, si on ne leur laisse pas le choix, c'est des chiens qui peuvent développer vraiment des
des comportements stress chronique. De prendre sur eux, finalement. Prendre sur eux et on peut s'en apercevoir trop tard, en fait. Ouais. Il y a des chiens de médiation qui ne veulent plus faire de médiation parce Bien que sûr. on ne sait pas exactement, je ne les ai pas étudiés avant et donc je ne pourrais pas dire, mais je suis quasiment sûre que ça correspond à un moment où le chien il a émis beaucoup de signaux comme quoi il n'était pas OK et en fin de compte, comme il est en situation de travail et que le professionnel n'a peut-être pas le choix, peut-être qu'il n'a pas d'autres chiens, enfin, il y a aussi des raisons... techniques, techniques, voilà. Truc, ouais. Mais qui font que, en fin de compte, on se retrouve avec un chien qui ne peut plus faire de médiation parce que c'est beaucoup trop stressant. Et on sait que le stress, il a des impacts sur l'humeur, sur le comportement, sur la digestion, sur la santé. Donc, c'est trop important pour qu'on passe à côté aujourd'hui, maintenant qu'on le sait. Moi, j'ai quand même envie de profiter de cet épisode pour mettre un peu ce warning-là, parce que c'est vrai que, moi, pour accompagner des familles lambda qui n'ont pas forcément les besoins des familles que vous accompagnez, c'est quand même un truc que je vois de plus en plus apparaître, ce chien un peu support émotionnel, pour ne parler que de ce côté-là, où, moi, j'ai une cliente encore il n'y a pas longtemps, c'est sa psy qui lui a conseillé de prendre un chien. Bon, ok, merci. Très bien, mais du coup, ce petit chien, qu'est-ce qu'on en fait, en fait? C'est pas parce qu'il est là que par lui-même, ça va régler tous les problèmes. Et donc, je trouve que c'est d'autant plus important de se renseigner et du coup, de connaître des outils comme les vôtres, parce que finalement, je pense que, typiquement, la formation du chien de famille au chien d'aide que vous avez mis en place, elle s'adresse typiquement aussi à ce genre de famille où en fait on se rend compte que juste le chien il va avoir une utilité un peu plus que juste compagnon de vie au quotidien, quoi. Donc voilà, je voulais juste en profiter pour faire ce warning là parce que je sais que c'est quelque chose des élevages aussi qui tournent leur lignée vers le chien de support émotionnel, donc c'est très bien, ça veut dire qu'on a des chiens qui ont une résilience un peu plus entraînée, etc. Pour autant, je pense qu'il y a le côté aussi technique, justement, apprendre ses portes de sortie, apprendre des comportements types qui peuvent être hyper intéressants. Donc je trouve que c'était une bonne base, parce que je sais que j'ai une audience déjà bien au fait de ces sujets-là. Ça peut être une bonne base de complément, en tout cas, je trouve. Et effectivement, tu parles des élevages qui commencent à se spécialiser un peu plus sur de la sélection de chiens plus résilients, en tout cas plus adaptés. Et c'est super. Déjà, le chien, il part avec des compétences qui sont déjà supérieures. C'est plus facile que si on a d'autres races qui ne sont pas du tout adaptées, où le travail est beaucoup plus difficile. Donc, c'est trop bien. Mais on reste avec des chiens, avec des besoins de chiens. Bien sûr. Et c'est parfois là où, sur des chiens d'assistance, chiens guides, même chiens de travail, où on l'oublie parce ils veulent tellement travailler, ils sont tellement chouettes et ils sont extraordinaires, ces chiens. Mais du coup, on passe un petit peu à côté de leurs besoins primaires, et ça, c'est trop dommage. Et c'est là où la relation, après, elle se dégrade un peu, la confiance, elle est moins présente, le chien, il est moins bien, et après, tout dégringole un peu. Peut-être qu'on peut switcher la partie conseil avec les outils et les ressources que vous avez mis en place et développés. Ça vous va? Vous pouvez nous présenter un peu les différentes choses que vous proposez? Oui. Alors, du coup, sur la partie de chien de famille au chien d'aide, on a mis en place une formation qui dure un peu plus de 6 mois. Entre le moment où ça commence et le moment où ça termine, on va dire que ça prend même 1 an. Mais la partie vraiment formation dure 6 mois. On a voulu créer une formation, comme on l'a expliqué, pour vraiment apporter des compétences et des connaissances aux familles, mais aussi de pouvoir les accompagner et les soutenir dans leur quotidien. Alors ça paraît un peu large, mais en tout cas de leur permettre d'avoir des temps off et des temps de réunion où elles rencontrent d'autres familles, où elles sont soutenues par des professionnels qui sont compétents. Jennifer et Audrey, qui travaillent avec nous, de Déclic, elles sont très compétentes dans la relation avec l'humain. Donc on leur laisse cette partie-là, d'ailleurs. Mais ça fait partie de la prise en charge complète. Et du coup, sur les 6 mois de prise en charge, on propose... donc il y a 3 jours de formation en présentiel pour commencer. Et ensuite, la formation est en distanciel. Une formation sur une plateforme, donc avec des vidéos, des textes, des explications. Elles se filment en faisant les exercices avec leurs chiens. Elles nous les envoient, on les corrige. Elles nous renvoient des vidéos, on les recorrige. On les accompagne vraiment. Toutes les semaines, elles ont des exercices supplémentaires à faire. Elles nous envoient ce qu'elles font, on a un retour. Et tous les mois, on se retrouve et on fait un point là en direct live, sur ce qu'elles ont fait, là où elles ont eu des difficultés, et les exercices qui vont être faits le mois suivant.
Donc voilà, et ça sur 6 mois, donc on se voit 6 fois, 3 jours au départ et puis après une journée par mois. Oui, et l'idée c'est vraiment de les accompagner pas à pas, hein, parce que les compétences, on est parti d'abord sur des compétences de base en fait, puisque ça nous paraissait important de reprendre un petit peu même la marche en laisse, le rappel, enfin des choses qui peuvent paraître basiques, mais qui ne le sont pas tant que ça. Et il y avait déjà beaucoup de choses à faire en fait, ne serait-ce que pour comprendre comment son chien fonctionne, la mécanique d'entraînement, enfin travailler aussi tout ça en fait, leur donner un petit peu des compétences d'éducateur aussi pour qu'elles puissent être capables par la suite d'avoir de travailler sur des compétences spécifiques. Donc on a déjà travaillé 3 mois rien que sur ces compétences de base en fait, ce qui nous a permis déjà de bien les former, de leur donner des bonnes bases où elles se débrouillaient déjà très très bien sur leur mécanique d'entraînement. Et puis après en fait c'était avec chacune en fait on avait défini 3 compétences spécifiques. Donc en fonction de l'enfant, en fonction de leur cas, en fonction de la famille, de quoi elles avaient besoin. En fonction du chien aussi, de quoi est-ce que le chien était capable. Et on a défini pour chacune 3 compétences spécifiques. Et à chaque fois, pour chaque compétence, en fait, on les a vraiment découpées en petits morceaux. Et chaque semaine, elles avaient... voilà, par exemple, pour le câlin de compression, la première semaine, c'était juste que le chien vienne poser sa tête dans la main. C'était l'étape à faire toute la semaine en expliquant pas à pas comment elle devait procéder. Et en fait, on s'est rendu compte que ça marche bien. Et on avait beaucoup... nos familles nous disaient mais jamais vous y arriverez au départ. C'est pas possible. Vous n'allez pas pouvoir leur donner des compétences. Ils vont jamais réussir à éduquer leur chien. Et en fait, si. Donc, c'est ce qui nous a aussi conforté dans notre méthodologie, c'est que en fait, l'important, c'est vraiment qu'il y ait un suivi, quoi, en fait, qu'il y ait des choses qui soient progressives, qui soient toutes les semaines. Le fait qu'elles aient des petits exercices à faire, à nous renvoyer, ça les obligeait à les faire. Donc, et puis qu'il y ait une progression aussi qui soit vraiment... il y a des semaines où ça paraissait presque rien, en fait, ce qu'on demandait aux chiens. Mais nous, dans notre progression, ça avait vraiment du sens. Voilà, conforter le chien dans un truc simple, le rassurer, qu'il comprenne bien la première phase de cette étape-là. Ne pas aller trop vite aussi, parce que souvent, dans les apprentissages, on a toujours tendance à vouloir aller un petit peu trop vite. Donc, cette semaine-là, vous ne faites que ça. Donc voilà, on a vraiment voulu faire les choses et prendre le temps en fait, de faire les choses, quoi. Et le format en ligne avec des vidéos, c'est trop bien. En fait, moi aujourd'hui... Arrêtez d'avoir peur. Vraiment, arrêtez d'avoir peur, c'est trop bien. C'est trop bien, parce que les vidéos, on peut les voir, on peut les revoir, on peut les revoir, on peut les mettre au ralenti, on peut... Il y a une famille qui nous dit... Bon, moi, je l'ai regardé à peu près 20 fois. Je faisais un truc, hop, vite, j'allais revoir un coup. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que je mets bien ma main? Est-ce que je donne la récompense au bon moment? Elle dit, je pense que je la connais par cœur de toutes les secondes, la vidéo, quoi. Mais en fait, ça, c'est impossible quand on est là, en fait. Ouais, impossible. Ça, quoi. Voilà. C'est sûr que quand on est en réel, en vrai, on peut corriger plus vite. C'est-à-dire si la personne elle n'a pas son bras au bon endroit ou qu'elle ne marque pas au bon moment, on peut lui dire tout de suite, bah voilà, là c'était trop tard. On peut lui donner un retour plus immédiat, mais on ne peut pas l'accompagner tous les jours pendant un an. Là, ou 6 mois, on ne peut pas les accompagner tous les jours pendant 6 mois. Alors qu'avec des vidéos, avec des formations en ligne, elles sont pensées, elles sont réfléchies pour qu'elles soient abordables, qu'elles soient compréhensibles, qu'elles soient claires. Et ils n'ont plus qu'à les regarder et à les re-regarder s'ils ont besoin pour avoir toutes les infos et avoir autant de répétitions dont ils ont besoin. Je trouve que c'est beaucoup plus adapté aux différents types d'apprentissage de chaque personne. C'est clair. Et c'est ça la force du en ligne, je pense. Et du coup, quand on a lancé cette formation du chien de famille au chien d'aide, qui, on l'a pas dit, soit dit en passant, est complètement gratuite en fait pour les familles, puisque ce projet, c'est un projet associatif avec des clics qui est d'intérêt général. Donc en fait, on est allé chercher un peu des subventions. Les Rotary, la CPAM, qu'il faut qu'on remercie vivement de leur aide, qui nous ont aidés l'année dernière et qui vont nous aider à nouveau cette année pour relancer une deuxième session. Et donc du coup, on l'a un peu lancé au fil de l'eau en fait cette formation, parce que
Au départ, on avait personne qui voulait nous soutenir dans ce projet. On s'est dit, bon, on commence un peu, on fait du bénévolat, etc. Bon, on en a quand même fait beaucoup sur toute la formation. Mais voilà, on faisait les vidéos presque d'une semaine sur l'autre. Et on a fait, je crois, 70 tutoriels vidéo sur la session. Donc, parce qu'à chaque fois, on dit ah non, mais il faut leur dire ça et ça, on va rajouter ça et ça. Et donc, mais je pense que c'était nécessaire, en fait, d'avoir tous ces éléments, toute cette documentation vidéo pour les aider vraiment à atteindre l'objectif qu'on s'était fixé avec elles, quoi. Voilà. Et du coup, après avoir bien pris nos marques sur la plateforme en ligne, sur la formation en ligne, et vu tout ce que ça a apporté, ça marche. Et que ça marchait. Après, on a construit la formation pour le chien de médiation, pour l'éducation du chien de médiation. Et là, c'est sur le même principe, en fait. C'est de donner un maximum d'informations en ligne pour apprendre à éduquer son chien de médiation. Donc là, on est parti sur la formation de base avec apprendre les 10 compétences de base dont on a besoin pour avoir un chien de médiation. On travaille aussi beaucoup la mécanique d'entraînement. On donne aussi des infos sur qu'est-ce que c'est un chien, les besoins, la communication et tout. Et donc on s'est dit, voilà, ça marche pour ces familles, ça doit aussi marcher pour les gens qui veulent éduquer leur chien de médiation. Et c'est un format qui nous paraît, cohérent, quoi, en fait. Bah oui. Vous avez réussi à ce fameux objectif de faire en sorte que les familles soient éducateurs canins de leurs chiens. C'est ça. Et ça, c'est chouette. C'est ça. Et c'est fou parce que on avait 3 familles différentes avec des compétences au départ différentes, mais les 3 familles à la fin, elles ont une super mécanique d'entraînement, quoi. Et on en a une dans les 3 qui est vraiment... la jeune femme, elle a une compétence qui est bien supérieure à plein d'éducateurs canins. Elle a développé une compétence qui est juste, hallucinante, en fait, avec faire travailler tout ça. Chaque fois, la mécanique d'entraînement, ça, on l'a travaillé plus. Hein. C'est un peu la base, quoi. Donc, mais ça, voilà, ça donne vraiment... C'est ça qui est important, en fait. C'est de leur donner... ces compétences d'entraîneur de chien, en fait. Il me semble qu'actuellement, vous êtes en recherche de financement pour pouvoir proposer une nouvelle session. Est-ce que vous avez un message à faire passer ? Donc oui, comme on le disait, le projet du chien de famille au chien d'aide est un projet caritatif et complètement gratuit pour les familles qui en font la demande. Donc l'association Déclic Animal, qui est une... association reconnue d'intérêt public, fait des demandes de subventions et de dons pour pouvoir financer les différentes sessions. Et là, nous allons commencer une nouvelle session en 2025 et nous avons besoin justement de pouvoir financer la formation des 6 prochaines familles. Top. Voilà. Pour poser la question de signature du podcast, qu'est-ce que ça vous a appris d'avoir un chien ? Waouh, tellement de choses. tellement de choses, quoi. Moi, j'ai eu mon premier chien à 16 ans. Mon premier chien, c'était mon chien. Moi, j'ai tellement tanné mes parents pour avoir mon chien, parce qu'on avait un cocker, mais moi, je voulais mon chien. Et ce chien, je l'ai eu à 16 ans et ça a été une révélation pour moi, quoi. Je suis sortie de ma coquille quand j'ai eu son chien. Ça a été waouh. Il a changé ma vie, ce chien. Et je pense que tous les chiens de ma vie ont changé ma vie, quoi, en fait. Hein. Ils m'ont tous fait évoluer. Et chaque chien... on en a des plus compliqués que d'autres, hein, des chiens qui nous remettent en question. Mais comment c'est possible que je n'y arrive pas avec ce chien-là ? Et c'est ça qui est bien aussi sur les chiens, c'est que je trouve que c'est une continuelle remise en question et on ne peut pas se reposer sur ce qu'on sait, sur ce qui marche. On en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, nos propres chiens, ils nous poussent tellement vers l'avant, quoi. C'est incroyable, quoi. Je vais pleurer dans 2 secondes. Je vois. Je suis pas sûre de pouvoir faire la question signature du podcast. Moi, c'est un peu comme Muriel, mon premier chien, ça a été un soutien incroyable pendant mon adolescence. Peut-être un peu moins que toi, mais il m'a bien fait sortir de ma coquille. Et j'ai envie de parler plutôt de ma dernière, qui est très très compliquée. Et en fait, elle est arrivée à un moment de ma vie qui était catastrophique, dans lequel j'étais très 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 mal.
Et grâce à elle, je suis tombée encore plus bas parce que c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. Je me suis retrouvée avec une chienne que j'attendais depuis 2 ans et voilà, c'était un projet d'adoption depuis un moment. Et en fin de compte, ça a été le gros puppy blues à l'arrivée et pas du tout ce que j'attendais. Et en fin de compte, elle m'a tellement bouleversée dans mon quotidien, dans ma façon de voir le chien, dans ma façon de voir aussi tous les adoptants, toutes les personnes qui avaient des difficultés avec l'éducation de leur chien. Elle m'a fait prendre tellement de recul sur ma pratique, sur ce qu'est un chien, ses besoins et comment ça peut être complexe d'être un chien et surtout d'être elle. Elle m'a fait grandir incroyablement. Ça a été très dur, ça l'est toujours, mais elle est incroyable dans tous ses défauts. Trop chouette. C'est beau ce que vous avez dit. On aura tiré des larmes, cet épisode. Claire, vraiment. On n'est pas dans ce monde-là pour rien. Hein. Non, je pense que... Moi, ce que je souligne quand même, c'est votre histoire qui est incroyable quand même. Enfin, vous vous êtes rencontrés, tu avais 13 ans. Vous vous êtes suivis tout du long et je trouve ça trop cool. Enfin, voilà, c'est vrai que quand on s'est rencontrés la dernière fois en visio, je pensais que, voilà, que vos chemins de vie avaient pu prendre des directions et tout. En fait, je vois que vous êtes vraiment restés ensemble pendant tout ce temps-là et ouais, j'imagine que vous avez un sacré binôme là, aussi à vous deux. Ouais, on se comprend bien. Je pense qu'on a une histoire qui est, je pense même avant les chiens guides, qui était assez similaire. Et Muriel, voilà, moi j'ai grandi dans le monde du chien avec toi et pendant le chien guide encore plus. Et après on a construit un truc ensemble et je pense que on devait aller là. C'était évident. C'était évident. C'était notre chemin. Ouais, c'était notre chemin. Trop cool. Il y a beaucoup de choses qui se passent là, que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Bon, trop chouette. Est-ce qu'il y a des ressources que vous aimeriez partager à nos auditeurs ? Nous, on s'est beaucoup inspiré de Iris Castin et du medical training. On a suivi ses formations en medical training. Et c'est vrai que son approche, les portes de sortie, le consentement du chien, c'est quelque chose qui nous a beaucoup inspiré. Et on s'est dit que c'était vraiment hyper important et primordial même de le transposer sur d'autres domaines que le medical training. Et en particulier sur le chien de médiation, ça nous paraît juste vital. Ouais. Je crois que ça faisait partie des grands trucs aussi d'Iris quand elle a commencé à parler des portes de sortie, de voir que c'était repris dans plein de domaines. Je crois que ça... On en avait parlé dans l'épisode que je mettrai en description si vous voulez aller l'écouter, mais on avait parlé de ça justement, que c'était repris dans plein de domaines et que ça la touchait beaucoup. Oui, c'est vrai. C'est cool. Ouais. Est-ce que vous aimeriez entendre quelqu'un en particulier au micro de la niche pour un prochain épisode ? En agility, c'est pour moi... Camille. Il y a Camille et Pauline... Camille Parenti Parenti et Pauline de Barba et Planet Agility qui font un travail incroyable sur l'éducation du chien d'agility et elles sont complètement dans cette optique du respect du chien et justement penser l'agility et le montage du chien et même la pratique de l'agility dans le respect et le consentement du chien. Donc ça va complètement avec ce qu'on a raconté pendant cet épisode. Ouais. On a parlé vraiment du chien d'aide et du chien de travail, mais en fin de compte, tout ce dont on a parlé, ça s'applique à tout ce qu'on fait avec nos chiens. Ouais. Donc elles sont géniales. Ouais. Donc, top. Où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient suivre votre travail, du coup, découvrir ce que vous faites ? Alors, d'abord sur le site internet Déclic Animal. Donc il y a toutes les infos sur du chien de famille au chien d'aide et sur les formations à la fois proposées par Déclic pour praticiens en médiation animale, mais aussi sur les formations complémentaires, sur l'éducation du chien de médiation et toutes les autres formations qui vont sortir très 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 prochainement. Et notre site internet aussi. Internet, le Facebook aussi, on a un Facebook Caniclass sur lequel on communique pas mal. L'Instagram Caniclass. Et LinkedIn aussi. On a aussi une page Caniclass. Voilà. Très bien. Et dessus, on met toutes les nouveautés, tout ce qui va sortir, toutes les dates importantes qui arrivent prochainement.
Trop bien. On mettra tout ça dans les barres d'infos, dans barre d'infos de l'épisode et n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à toi. beaucoup, Claire. C'était super. Ouais, c'était trop cool. Merci beaucoup, je suis ravie. Nous aussi. Merci beaucoup de vous être rejoints à ma conversation avec Justine et Muriel et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @caniclass et @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!